On fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça donne juste une idée sur la place qu'on occupe dans le game, le style de client qu'on peut avoir. C'est vrai qu'on ne vend pas les arachides au bord de la rue. Quand tu t'es mis avec ton collaborateur, c'était quoi la démarche pour justement trouver des clients? Je suis expérimenté, mon collègue est expérimenté. La différence, c'est que nous sommes 2 blacks dans la boîte. Et donc, lorsqu'on arrive, on met une personne au-dessus de nous qui venait juste de terminer ses études, à peine stagiaire, sortie, et on la met au-dessus de nous pour nous diriger et elle n'arrivait pas. Sur une échelle de 0 à 10, tu définis à quel niveau dans ton processus d'obtention de ta liberté? Le premier comptable qu'on a vu pour nous accompagner dans la procédure, au lieu de nous poser les questions sur notre projet, notre business plan, notre stratégie, sa première question c'était est-ce que vous avez les papiers? Mais toi, en tant que Camerounais, en tant qu'étranger en France, est-ce que tu n'as pas eu peur de tout perdre, tout rater et tu es endetté? Lorsqu'on décide d'entreprendre, on va vers l'inconnu. Je savais que je partais vers l'inconnu. Aujourd'hui, je sais que je vais vers l'inconnu. Ma vie, en fait, au quotidien, elle est faite de l'inconnu. Pour entreprendre, il faut des moyens, il faut des investissements. Comment est-ce que vous avez géré la partie financement du projet? Oui. Alors... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et qu'il se passe des choses merveilleuses de votre côté. Quant à moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler business, on va parler d'entrepreneuriat en France quand on est étranger. On va surtout parler d'entrepreneuriat en Afrique quand on a quitté le continent après plusieurs années et qu'on y retourne pour investir de l'argent. Et pour cet épisode, nous avons la chance de recevoir une personne qui a été étudiant en France, qui a vécu toutes les galères que les étudiants vivent en France, mais qui a surtout compris que si tu dors, ta vie dort, et si tu t'endors, tu rates le trésor. Il a également compris que c'est en marchant qu'on trouve les marchés. Donc, il a su tirer son épingle du jeu. Il a su mener les bonnes actions, prendre les bonnes décisions pour s'en sortir. Et aujourd'hui, il réalise des chiffres incroyables. Donc, il y a beaucoup de zéros derrière. Et c'est justement l'objet de ce podcast. Dans cet épisode, on va apprendre à créer une entreprise en France et à la rendre rentable à partir de l'exemple de notre invité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers internautes, je vais sur ce point annoncer Monsieur Dimitri. Comment tu vas? Je vais très bien, Aston, et toi? Ça va? Ouais, super. Super. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Yassine Signe. Je suis entrepreneur. J'ai ancien ingénieur de génie civil. Ouais. Devenu entrepreneur. Et j'ai créé le bureau d'études Géocadre. Géocadre, oui. Qui est un bureau d'études spécialisé dans le BTP. Enfin, on s'appelle les startups, en fait. Spécialisé dans les métiers du BTP. Ouais. Est-ce que on peut parler un peu de ton parcours d'étudiant en France? Quand est-ce que tu arrives en France? Quelle formation et tout? Oui, oui. Avant de parler du parcours en France, je souhaiterais revenir sur la procédure qui m'amène en France. D'accord. Oui. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai fait mes études au Cameroun. Oui. Mes études d'ingénieur du génie civil, comme je l'ai dit, au Cameroun, à l'ULSTP, l'École nationale supérieure des travaux publics. Je finis la formation comme tout étudiant et j'espérais en fait faire ma carrière au Cameroun. Ça me rappelle en 2016-2017. Ma grande sœur qui est au Canada me dit fais tes papiers, rejoins-moi. Je dis non, je n'ai pas besoin d'aller au Canada. Je suis au Cameroun, je suis en Afrique, j'aime ce que je fais, je suis dans une bonne école. Et à cette époque, le Cameroun préparait la Coupe d'Afrique. Il y avait beaucoup de chantiers en cours, Japoma, les grands stades et tout. Et nous, dans le génie civil, on souhaitait travailler dans ces projets-là. Et donc, je termine ma formation 2017. J'entre dans le monde du travail, je me rends compte que c'est complètement différent. Je me confronte à la réalité en fait du monde professionnel au Cameroun. Et c'est à partir de là que je pense qu'il faut que je quitte le Cameroun. Et donc, lorsque je suis arrivé en France, pour répondre à ta question, je suis arrivé en France en 2019 pour faire un master dans mon domaine, donc toujours en génie civil à Lille. Donc, je fais le master, ça se passe très bien. Et après, j'ai eu un CDI. Et je n'ai pas aimé, voulu aimer continuer en fait dans le CDI. Et j'ai décidé d'entreprendre depuis 2022. Et c'était quoi le déclic? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, OK, là, il faut que j'arrête le CDI pour entreprendre? En fait, il y a plusieurs éléments. J'aime souvent parler des facteurs lointains et des facteurs immédiats, un peu lorsqu'on parle des guerres mondiales. Les facteurs lointains, c'est j'ai toujours eu ce désir de faire des choses, de réaliser des choses, d'entreprendre, d'avoir de l'impact et tout ça depuis plus jeune. Et en France, de manière spécifique, ce qui m'a poussé, c'est que j'ai commencé à faire mon CDI comme tout le monde. Je faisais du métro boulot dodo, la fameuse expression. Et à un moment, je me suis posé la question, ça c'est le facteur immédiat. Est-ce que c'est la vie que je souhaite mener en fait? Est-ce que je souhaite vraiment vivre comme ça, c'est-à-dire passer ma vie à me lever tôt le matin, aller bosser
pour quelqu'un. Ouais. Et rentrer le lendemain, reproduire ça. Après 1 an et demi de CDI, je me sentais plus très bien. Ça, c'est le premier élément. Je me sentais plus très bien parce que il y avait de la contrainte derrière ce travail. Ouais. C'est le premier élément. Le second élément, c'est que j'étais en quête de liberté. J'avais soif, en fait, de la liberté parce que comme j'ai dit, je ne voulais pas passer ma vie, en fait, à dépendre d'un patron, Ouais. à être obligé de travailler travailler de la sorte pour vivre. Et ce sont ces éléments-là qui m'ont poussé à un moment donné à faire le choix d'entreprendre. Ce qu'il faut noter, c'est que le déclic, ce qui fait vraiment que je décide, que je crée Joka à travers mon associé, nous sommes des cofondateurs, c'est que on se retrouve dans une situation où en entreprise, ça se passe très mal. Lui et moi, on était dans la même boîte. Moi, j'étais un peu au décès. Enfin, j'avais démissionné d'un CDI pour rejoindre un nouveau CDI. Ça se passait très mal. Et lui aussi, ça se passait très mal. Ça se passait très mal, concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé? Concrètement, en fait, on se retrouve dans une boîte, une boîte que je ne cite pas, je préfère qu'elle reste anonyme pour sa crédibilité. Et aussi, c'est pas sur mon LinkedIn. J'ai préféré ne pas mettre sur mon LinkedIn au cas où les gens cherchent, qu'ils ne trouvent pas. Dans cette boîte, en fait, il se trouve que je suis expérimenté. Mon collègue est expérimenté. Mais la différence, c'est que nous sommes 2 blacks dans la boîte. Et donc, lorsqu'on arrive, on met une personne au-dessus de nous, qui venait juste de terminer ses études, à peine stagiaire, sortie, et on la met au-dessus de nous pour nous diriger. Elle n'arrivait pas. Et elle nous mettait la pression. On sentait qu'en fait, la manière à laquelle elle dirigeait, ce n'était pas la bonne. C'était pas la bonne méthode. Et lorsqu'on lui explique qu'il ne faut pas faire comme ça, elle s'emporte, elle a senti son autorité bafouée. Après, elle a créé des histoires qui, à la fin, ça fait en sorte qu'on mette fin à notre collaboration dans l'entreprise. Donc, je me retrouve à cet instant privé d'emploi, mon collaborateur aussi. Et comme moi, dans mon passé, j'ai toujours voulu entreprendre, j'avais toujours cette quête, cette soif de liberté. Je voulais sortir du métro boulot dodo. Je me suis dit, c'est le meilleur moment en fait pour entreprendre. Et c'est donc là que j'ai décidé de créer Jocadre en fin 2022, pour être plus précis. Mais avant ça, il y a plusieurs événements en fait qui marquent ma vie et qui caractérisent en fait le personnage entrepreneur que je suis devenu. C'est-à-dire que c'est pas juste ça, c'est l'élément déclencheur. Le fait d'avoir que mon CDI ait pris fin de cette manière, que j'ai décidé d'entreprendre. Mais il y a plusieurs éléments dans ma vie qui m'ont graduellement en fait poussé vers là, les difficultés que j'ai vécues en France pendant ma vie d'étudiant, la difficulté même au niveau de la procédure d'immigration, ainsi de suite. D'accord. Et du coup, quand tu t'es associé, quand tu t'es mis avec ton collaborateur, c'était quoi la démarche pour justement trouver des clients? Parce que je pense que c'est aussi l'un des points importants. Oui. Alors, avant de parler des clients, il faut noter que même pour créer l'entreprise, ce n'était pas facile. Sur le plan administratif? Sur le plan administratif. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je décide de créer Jocadre avec mon associé, lorsqu'on décide ensemble de créer, on a des titres de séjour salariés. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les titres de séjour sont les documents qui permettent aux étrangers de vivre régulièrement en France. Et c'était valable pour combien de temps en ce moment? Alors, on avait un titre de séjour. Lui, il avait un titre de séjour qui expirait, je pense, dans moins d'1 an. Et le mien aussi, nous deux, c'était pareil. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, lorsqu'on a un titre de séjour mention salarié en France, on doit être salarié. Parce que c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle Et donc là, je voulais devenir entrepreneur. Il fallait faire ce qu'on appelle en France un changement de statut. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, c'est une boucle. Pour changer de statut, il faut être entrepreneur. Et pour être entrepreneur, il faut changer de statut. Donc, en fait, on se retrouve dans un cercle vicieux. Lorsqu'on va à la préfecture pour dire, écoutez, je vais changer de statut pour être entrepreneur, ils disent, apportez le CABIS. Le CABIS, c'est comme la carte d'identité de l'entreprise pour montrer que votre entreprise existe. Et lorsqu'on part pour s'immatriculer au greffe du tribunal de commerce pour créer l'entreprise, ils disent, apportez-nous le titre de séjour
qui correspond au stage de l'entrepreneur. Donc, c'était un cercle vicieux, c'était compliqué. Et heureusement, il y a une subtilité administrative, légale, qui nous a permis d'immatriculer. Le titre de séjour, comme je l'ai dit, portait la mention salarié, où on ne pouvait pas être entrepreneur. Par contre, le récépissé de renouvellement du titre de séjour ne précise pas salarié. D'accord. Il dit tout simplement peut travailler. Peut travailler, ok. Donc, peut travailler, peut être salarié, peut être entrepreneur. Et donc, c'est au moment du renouvellement du titre de séjour, avec le récépissé du titre de séjour qu'on a pu immatriculer. Et on a eu davantage de défis. Les comptables qu'on a rencontrés pour nous accompagner, a priori, ce n'était pas commun en fait pour eux de voir déjà des jeunes, des étrangers qui veulent entreprendre dans un métier technique. Je précise que c'est le BTP. Ce sont des routes, ce sont des bâtiments, ce sont des ponts, ce sont des ouvrages publics sur lesquels on travaille. Et eux n'étaient pas habitués à ça. Ils étaient habitués effectivement à voir des personnes étrangères entreprendre dans d'autres domaines, mais pas dans des domaines aussi pointus, aussi techniques. Du coup, il y a une anecdote qui m'a fait beaucoup rigoler. Enfin, ça nous fait rigoler aujourd'hui. Lorsque le premier comptable qu'on a vu pour nous accompagner dans la procédure, au lieu de nous poser les questions sur notre projet, notre business plan, notre stratégie et tout, sa première question, c'était « Est-ce que vous avez les papiers ?» Donc, voilà. Donc, pour revenir à la question de comment vous avez entrepris les démarches pour à la question, les clients. Donc, déjà, au niveau administratif, c'est comme ça qu'on a résolu. Pour les clients, on n'a pas réinventé la roue. On a regardé comment ça se passait dans nos anciennes entreprises. On a travaillé parce que nous sommes tous des expérimentés. Comment est-ce qu'ils faisaient pour avoir des clients? Ce qu'il faut noter, c'est que ce ne sont pas des clients particuliers, ce n'est pas des individus qu'on trouve au bout de la rue. On travaille pour les mairies, on travaille pour les collectivités, on travaille pour l'État, on travaille pour, voilà, pour les ouvrages publics, les bâtiments. Et donc, les clients, ce sont des clients professionnels. Ce sont des architectes et tout ce que ça peut comporter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qui se passe d'habitude. On a créé nos réseaux sociaux. Premièrement, LinkedIn, qui est le réseau social professionnel. On a commencé à publier du contenu intéressant pour montrer ce qu'on sait faire. Parce qu'en fait, au début, lorsqu'on vient de créer une entreprise de cette taille-là, enfin, dans ce genre de domaine, on n'a pas encore de sérieuses références. Dans ce domaine, ce sont les références qui font en sorte qu'on ait les marchés. Donc, on n'a pas encore de sérieuses références. Ce sont nos réseaux sociaux où on explique ce qu'on sait faire, qui nous donne un peu de crédibilité. Les professionnels, lorsqu'ils voient les prestations qu'on propose, ça, c'est le premier élément, en fait, par lequel on a acquis des clients. Le second élément, on a fait beaucoup d'emails. On a ciblé, en fait. Donc, la prospection. On a fait de la prospection par email. On a ciblé les professionnels qui pouvaient être nos prospects. On les a ciblés. On leur a envoyé des mails expliquant ce qu'on pouvait proposer comme prestation. On a également fait des appels téléphoniques. C'était du tout pas mon domaine, cette prospection-là. Je me suis improvisé, en fait, dans le marketing. Tu as appris en faisant. Voilà, learning by doing. Donc, j'ai appris en faisant. On arrivait le matin, on établissait une liste de prospects, des professionnels du BTP, et on prend le téléphone, on appelle. On présente nos services, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à ce qui se fait déjà. Parce que l'avantage ayant l'expérience, c'est qu'on savait déjà ce qui se fait. Donc, on leur disait, voilà, on peut vous apporter ceci en plus. Donc, voilà les éléments. Internet beaucoup plus par les réseaux sociaux, premièrement LinkedIn, les appels téléphoniques, les envois de mails. Et c'est par là qu'on a eu nos premiers clients. Après, c'est un domaine très fermé. Le BTP. Donc, dès qu'on a un premier client, un second client, ça communique en fait. Et du bouche à oreille. Du bouche à oreille, on a eu gagné des clients. On a également, dans les mois qui ont suivi, commencé à préparer une stratégie pour postuler au marché public. D'accord. Directement avec l'État. Mais parlons des marchés publics, en tant qu'étranger, comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre? Parce que je pense que dans certains marchés, il faut avoir la nationalité. Ou alors, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a deux grandes catégories de marchés dans notre domaine du BTP. Il y a des marchés civils, comme une route qu'on veut construire. Il y a des marchés militaires. D'accord. Les marchés civils,
lorsqu'on est une entreprise immatriculée en France, on peut postuler, sauf s'il y a des conditions qui nous bloquent. Mais normalement, pour postuler, ce sont des marchés militaires qui sont vraiment stricts, avec des procédures bien spécifiques. Donc, nous, on ne s'intéresse pas à tout ce qui est militaire. C'est vraiment des marchés civils et on n'a pas eu de difficultés. Après, pour les marchés civils, c'est le dossier, en fait, que l'acheteur regarde. Le dossier technique. Est-ce qu'il ne regarde plus, en fait, est-ce que c'est un étranger ou pas? Heureusement. Heureusement, il regarde la valeur technique que l'entreprise propose. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est conforme aux normes européennes et françaises? D'accord. Est-ce que du point de vue économique, c'est avantageux? Est-ce que les délais, ils sont pertinents? C'est plus ce qu'ils regardent. Donc, côté étranger, ça ne nous a pas impacté du tout. Ok. C'est bien de parler d'expérience. C'est bien d'apporter la solution, mais pour entreprendre, il faut des moyens, il faut des investissements. Comment est-ce que vous avez géré la partie financement du projet? Oui. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons développé le projet beaucoup plus sur fonds propres parce que on a eu un crédit, je vais revenir dessus. Mais beaucoup plus sur fonds propres parce qu'en fait, au début, c'est extrêmement difficile. Bon, ça, c'est pour notre expérience d'avoir un crédit bancaire en France. Pour l'entrepreneuriat, c'est difficile lorsqu'on a moins de 3 ans. Lorsqu'on a moins de 3 ans. Sur le territoire. En France, oui. Non, lorsque l'entreprise a moins de 3 ans. A moins de 3 ans d'existence. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, on estime qu'une entreprise au moins de 3 ans est fragile. Elle balbutie encore, elle n'a pas encore fait ses preuves. Or, le crédit, c'est un risque. Exactement. Donc, la banque, elle ne va pas s'engager à prendre des risques sur une entreprise qui balbutie encore, qui n'a pas encore ses preuves et tout. Donc, c'était un sujet extrêmement compliqué. Et jusqu'à présent, parce que l'entreprise aura 3 ans à la fin de cette année, jusqu'à présent, c'est toujours compliqué pour nous en fait d'avoir des crédits. On commence à en avoir parce qu'on a déjà des bilans, mais c'est toujours compliqué à l'instant où on fait cette vidéo. Dans ce moment-là, c'était que des fonds propres. Alors, c'est essentiellement des fonds propres. On a eu un crédit, ce qu'on appelle un prêt d'honneur. En fait, le prêt d'honneur, c'est on passe devant une commission où on présente le projet, on présente le business plan devant une commission d'experts, les anciens experts comptables, les anciens avocats, et ainsi de suite. Et ils évaluent si le projet est pertinent ou pas. On se pitch le projet, en fait, s'il est viable ou pas. On se pitch le projet. Et s'ils estiment que le projet est viable, ils font ce qu'on appelle un prêt d'honneur. C'est un crédit où ils garantissent le montant du crédit à 60%. Dont on parlait du risque, en fait. Lorsqu'on va voir la banque, on dit à la banque, ce n'est pas nous, mais c'était l'organisme public qui garantit le crédit à hauteur de 60%. Et l'avantage du crédit, c'est qu'il a taux zéro. Donc, nous, on a eu une somme très, très, très minable par rapport aux investissements qu'il faut dans le BTP. Parce que le BTP, c'est un domaine où les engins qu'on utilise, les équipements, ça coûte énormément cher. Donc, pour pouvoir démarrer, forcément, on a utilisé nos économies. Du moment où vous étiez salarié. On était salarié. D'accord. Mais toi, en tant que Camerounais, en tant qu'étudiant étranger, en tant qu'étranger en France, est-ce que tu n'as pas eu peur de tout perdre? Il n'y a pas eu cette peur-là, vu que tu es en train d'entreprendre. C'est vrai, tu as ton expérience, mais tu n'es pas chez toi. Est-ce qu'il t'est pas arrivé d'un moment où tu as eu peur de tout perdre, que tout peut rater et tu es endetté? Jusqu'à présent, je peux tout perdre. La réalité, en fait, c'est que lorsqu'on décide d'entreprendre, on va vers l'inconnu. Je savais que je partais vers l'inconnu. Aujourd'hui, je sais que je vais vers l'inconnu. Ma vie, en fait, au quotidien, elle est faite de l'inconnu. À tout moment, je peux tout gagner. Et à tout moment, je peux tout perdre. Et je sais que c'est l'élément principal, en fait, très souvent, lorsqu'on va entreprendre, on se dit, on va tout perdre. Mais la réalité, c'est, j'ai réfléchi, j'ai dit, en fait, il faut que je fasse un choix. Je veux dire, à l'instant où j'ai décidé d'entreprendre, j'ai dit qu'il faut que je fasse un choix. Soit je reste salarié et la liberté dont j'ai envie d'avoir, la liberté que je souhaite avoir, je ne l'ai pas. Ou je prends ce risque et j'ai deux possibilités. Soit je perds tout. Si je perds tout, ce n'est pas grave. Je suis un ingénieur expérimenté. À tout moment, je vais sur le marché de l'emploi. Je vais retrouver de l'emploi. Pour rembourser la dette. Voilà. Mais donc, il y a cette possibilité-là. Mais si je gagne,
alors j'aurai la liberté que je veux. Donc, il fallait donc faire un choix. J'ai donc fait le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai fait le choix de prendre le risque. Et lorsque je parle de liberté, je fais une différence en fait entre deux niveaux de liberté. La liberté, je parle de liberté financière. Et je fais la différence entre deux types de liberté. Il y a l'indépendance financière, qui est le premier niveau de liberté, dont j'étais à la quête. Et le second niveau de liberté, c'est la liberté totale, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, au quotidien, on n'a plus besoin de travailler pour vivre. Parce que les gens travaillent pour toi. Voilà. Donc, je fais vraiment la différence. Aujourd'hui, je n'ai pas encore obtenu le second niveau. Et aujourd'hui, j'ai uniquement le premier, qui est l'indépendance financière, mais je n'ai pas encore atteint le second niveau. Du coup, ça m'amène à poser la question. Ça va bientôt faire 3 ans que l'entreprise existe. Sur une échelle de 0 à 10, tu te définis à quel niveau dans ton processus d'obtention de ta liberté? 3. 3? 3. On dit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. 3, oui. 3, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on commence à entreprendre, la première chose qu'on s'est dit, c'est avoir des clients. Avoir des clients, oui. Faire du chiffre. C'est qu'on s'est dit, après, se verser un salaire, et ça évolue. Mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on commence, on n'est pas forcément tout de suite rentable. Pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est même difficile de se verser un salaire au début. Et donc, le premier niveau de liberté pour l'avoir, qui est l'indépendance financière, même lui, il est difficile à obtenir. Nous, on l'a obtenu tout récemment. Ça fait à peine 1 an qu'on a commencé à se verser des salaires. Et avant ça, vous viviez comment? Alors, l'avantage en France, c'est qu'on est dans un système où il y a les aides lorsqu'on crée l'entreprise. Lorsqu'on a eu un CDI avant, il y a ce qu'on appelle l'ARE qui nous a accompagnés pendant la première année. Et donc, ça fait à peine 1 an qu'on a commencé à avoir des revenus. Donc, ça veut dire que ça fait à peine 1 an qu'on a obtenu, quand je parle de on, je parle de mon associé. Qui sont l'équipe. On a eu cette indépendance financière, c'est-à-dire nos propres revenus viennent de notre propre travail. Ça fait à peine 1 an. Maintenant, le second niveau, il est compliqué à l'obtenir. Parce qu'en gros, le second niveau, ça veut dire que tu as une boîte qui tourne en pilotage automatique. Mais là, quand même, vous avez déjà des employés, des équipes qui travaillent. Aujourd'hui, on a des collaborateurs. Nous sommes une équipe de 6 personnes en France. Et également au Cameroun, on a une équipe en Afrique de 6 ou 7 personnes également aujourd'hui. Donc, le second niveau, il est compliqué à obtenir. Pourquoi il est compliqué? Comme je l'ai dit, il faut avoir une boîte qui tourne en pilotage automatique. Parce que ça, on fait la liberté. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être là pour que les choses avancent. Mais pour pouvoir le faire, il faut pouvoir mettre en place des process, des systèmes. Il faut pouvoir former le personnel. Il faut pouvoir structurer l'entreprise. Il faut pouvoir fidéliser la clientèle. Il faut pouvoir faire beaucoup de choses qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie. Jusque-là, pour obtenir l'indépendance financière, le premier niveau de liberté, on a bossé pendant 2 ans. Chacun bossait minimum 60 à 80 heures par semaine. Par semaine, oui. Par semaine, oui. Généralement, c'est 35 heures normalement. En France, le jour légal de travail, c'est 35 heures. D'accord. Donc, c'est-à-dire, en gros, on faisait 2 semaines de travail. En une seule. Bon. Pour être au jour d'aujourd'hui à l'échelle de 0 à 10, pour être à 3 en termes d'indépendance financière. Et du coup, vas-y. Maintenant, le second niveau, il va falloir bosser davantage pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir mettre la société en pilotage automatique. D'accord. Et du coup, ça se passe comment pour l'implantation en Afrique, au Cameroun, comme tu l'as dit? Oui. Alors, on a créé Jocad avec une vision internationale. On souhaite bâtir une multinationale. C'est ça notre vision sur le long terme. Donc, pour l'instant, en Afrique, on se positionne tout simplement. On essaie de comprendre les process en Afrique. Ils ne sont pas les mêmes process en France. Si je prends le cas des marchés publics, en France, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est essentiellement fait des marchés publics en France. Et c'est gratuit pour postuler un marché public en France. Vous pouvez décider aujourd'hui, vous connecter sur la plateforme
des marchés, vous téléchargez, vous avez la compétence, vous montez le dossier. Si vous avez tout ce qu'il faut en termes de références, en termes de compétences, en termes de ressources humaines, en termes de matériel logistique, tout ce qu'il faut, vous postuler, vous pouvez gagner. Lorsque je me suis renseigné en Afrique, on m'a dit c'est différent. Différent on m'a dit concrètement? On m'a dit que pour postuler un marché, il faut payer. Il faut payer pour avoir le DCE, ce qu'on appelle en jargon technique le dossier de consultation des entreprises. On parle de combien environ? Alors, je ne me suis pas intéressé davantage parce que déjà, pour postuler un marché... C'est une grosse barrière. Ouais, c'est une grosse barrière pour l'instant parce que je me vois pas, même si c'est une somme dérisoire, pour l'instant, sachant que j'ai encore beaucoup de défis au niveau de la France, je ne me vois pas encore en fait en train de débourser de l'argent pour postuler à des marchés dans lesquels je n'ai pas la visibilité en fait pour pouvoir les obtenir. Donc, pour l'instant en Afrique, ce qu'on fait, c'est qu'on forme du personnel sur nos process de la France. On compte avoir une équipe en France, une équipe en Afrique avec le même niveau de compétences. Donc, en Afrique, c'est plus la recherche et le développement qu'on fait pour l'instant. On ne fait pas encore de marché sérieux. Pour l'instant, on forme du personnel et notre partie administrative aussi, on l'a fait là-bas. Donc, ça, le fait de payer pour prospecter au marché, ça, c'est le premier challenge. Mais à côté de ça, est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés dans le cas du retour en Afrique pour investir? Alors, premièrement, ce qu'il faut noter, c'est que, comme j'ai dit, notre objectif premier pour l'instant, ce n'est pas vraiment de développer. On n'a pas encore mis de l'énergie pour développer le marché africain. La seule chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut pour l'instant qu'on ait un pied en Afrique pour pouvoir comprendre le contexte. Pour l'instant, nous sommes en Afrique dans un processus de compréhension du contexte parce qu'il est différent du contexte européen. Donc, actuellement, on n'a pas encore postulé au marché privé. La seule chose où on s'est dit qu'on pouvait reproduire en fait ce qu'on fait en France, en Afrique, c'était sur les marchés publics. Et donc, dès qu'on a vu cette barrière de paiement pour avoir les DCE, on a mis tout en stop pour l'instant. Donc, ça fait 1 an que l'entreprise est implantée en Afrique. On a mis stop pour l'instant. On a dit, on forme notre personnel africain sur les process occidentaux. On gagne en maturité. Et ensuite, on voit comment développer. Donc, clairement, au jour d'aujourd'hui, Joca d'Afrique, c'est plus un pôle de recherche et de développement. Pour comprendre l'environnement et... Comprendre l'environnement et également former du personnel au process européen. Pour l'instant, c'est ça. Et notre côté administratif aussi, les petits éléments au quotidien qui nous prennent du temps, on sous-traite à la boîte africaine. Donc, pour l'instant, les marchés africains, de manière concrète, on ne les fait pas encore. Les équipes en Afrique travaillent sur les projets d'ici? C'est ça. Ok. Et du coup, souvent, quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, quand on dit, ok, tu as quitté le pays, tu arrives en Europe pendant un certain nombre de temps, quand tu reviens pour travailler pour investir sur le continent africain, on demande d'éviter de travailler avec la famille. Tu es pour ou contre? Alors, je ne vais pas répondre en pour ou contre. Je vais nuancer mon propos. Ok. En fait, le problème du business, c'est que le business n'y a pas le cœur. D'accord. Le business, c'est quelque chose d'objectif, de pragmatique, de pragmatique. Lorsqu'on mêle le business aux émotions, ça ne peut pas marcher. Ah ouais? C'est impossible, on ne peut pas mêler le business aux affaires. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc tu peux mettre ton père en prison. Maintenant, la question justement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Si la famille est prête à comprendre le côté objectif et pragmatique du business, pourquoi pas? Parce qu'en fait, dans le business, il y a aussi l'élément de confiance. Qui de mieux qu'une personne de la famille pour faire confiance? Donc, si on a une personne autour de soi, ce n'est pas forcément la famille, ça peut être les amis, son cercle proche. Si on a une personne de confiance qui comprend le côté objectif, pragmatique du business, c'est l'idéal pour travailler. Et du coup, ça veut dire que tu peux mettre ton père en prison? Alors, ce n'est pas question de mettre quelqu'un en prison, c'est de connaître ses valeurs. Moi, au jour d'aujourd'hui, si je travaille avec la famille, ça veut dire qu'en fait, je décide qu'en cas de difficulté, je dois choisir, je dois faire un choix. Soit de garder le côté objectif et pragmatique, soit de mettre le cœur. Donc, il faudra faire un choix. C'est pour ça que, mon point de vue, pour éviter de faire des choix, je préfère laisser la famille à la famille
et le business au business, je préfère séparer. Je préfère ne pas mélanger pour ne pas être obligé justement de faire ce choix. Oui, dès que dans ce dilemme-là. C'est ça. Et si je suis amené, j'ai été amené à travailler également avec des personnes très proches, que ce soit des membres de la famille ou pas, au début, je leur explique ce que je expliquer clairement que le business, c'est quelque chose d'objectif. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Si le business échoue, bah, ça va avoir un impact sur votre relation, ça c'est sûr. Clairement. Et vice-versa, si votre relation a des soucis, ça va avoir un impact sur le business. Et c'est ce qu'il faut éviter, selon moi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que les choses soient claires. Dès le début, on se dise, est-ce que, en cas de difficulté, comment on fait? Comment on s'organise? Est-ce que si on met fin au contrat, par exemple, si c'est un salarié de la famille, comprend. Est-ce que si on met fin au contrat, on aura des difficultés? Non, ok. Est-ce que si tu es mis à pied à cause de ton comportement, est-ce que tu vas porter ça dans la famille? Non, ok. D'accord. Il faut que le cadre soit bien précis. Soit bien pensé, oui. Bien pensé, bien précisé. Une autre question, c'est, on dit que les Africains ne travaillent pas assez quand ils sont en Afrique, mais quand ils vont dans d'autres pays, ils deviennent des vrais bosseurs. Est-ce que tu es d'accord avec l'affirmation? Je suis en partie d'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter, c'est le problème, selon moi, j'ai l'avantage d'avoir entrepris également en Afrique, d'avoir eu un CDI en Afrique et d'avoir fait pareil en Occident. Donc, je peux avoir cette lecture, cette lecture-là pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique, qu'est-ce qui se passe en Occident. En Afrique, en fait, le problème, c'est l'écosystème dans lequel on se trouve. On se trouve dans un écosystème où, de mon expérience, je ne généralise pas, je parle de mon expérience personnelle, où il y a plus de laxisme, où les gens ne sont pas habitués à une certaine rigueur, à une certaine objectivité, voilà, dans le travail, un certain sérieux. Oui, donc on est discret. Oui. Et donc, lorsqu'on arrive en Occident, on se retrouve dans un autre écosystème où il y a plus de sérieux, plus de rigueur, plus de discipline. Et ces deux écosystèmes sont complètement différents. Et selon moi, ce sont ces deux écosystèmes en fait qui font en sorte qu'une personne, la même personne en Afrique, elle a un rendement et la même personne avec les mêmes compétences en Occident a un rendement complètement différent. Si je prends mon cas, en France, comme j'ai dit, je n'ai plus fait de longues études parce que l'essentiel de mes études, c'était au Cameroun, l'école des travaux publics, où j'ai fait mes études, une très bonne école. Mais le problème, c'est qu'à la fin, je n'ai pas de possibilité de pouvoir être dans un environnement professionnel. Moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'être dans un environnement professionnel où je peux bien facilement m'exprimer. Par contre, lorsque j'arrive en France, je fais juste à peine 1 an de master juste pour valider mon diplôme. Je me retrouve dans une très bonne boîte avec des projets internationaux. Je travaille sur des grands projets avec des multinationales. Et mon mindset, en quelques mois, est complètement révolutionné. C'est le même individu. C'est le même Yassine qui est en Afrique. En Afrique. C'est le même Yassine qui est en Europe. Presque la même formation. Mais l'écosystème m'a complètement métamorphosé. Mais est-ce que le problème n'est pas, surtout au niveau du fait que les Africains, quand ils sont en Afrique, ne comprennent pas eux-mêmes la réalité dans laquelle ils sont? Et que c'est quand ils arrivent à l'extérieur qu'ils ouvrent un peu les yeux. Parce que, fin de compte, quand tu dis tu étais en Afrique et tu n'avais pas d'opportunité, tu as quitté l'Afrique après 3 ans, tu es revenu pour investir. Alors que tu pouvais le faire étant déjà là-bas. Donc j'ai essayé d'investir étant en Afrique aussi. Étant en Afrique. Oui, mais c'était quoi le problème? Mais j'ai essayé de créer la même boîte en Afrique. Lorsque j'étais en Afrique, j'ai essayé de créer une boîte dans le BTP, mais je n'ai pas pu avoir de marché. Qu'est-ce qui explique donc aujourd'hui, quand tu reviens, tu as donc ces multiples possibilités-là? Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de marché en Afrique, comme je l'ai dit. Je n'ai pas encore de marché. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, en Afrique, pour revenir à la question de départ, en Afrique, moi, je ne veux pas dire que les individus en Afrique ils ont des problèmes. Non, parce que ce sont les mêmes individus qui, lorsqu'ils arrivent en Occident, excellent. Ce sont les mêmes personnes. Et c'est l'écosystème qui transforme dans lequel on se trouve. Le problème, en fait, ce n'est pas l'individu qui prend conscience de telle ou telle chose. Non, c'est l'écosystème. On se retrouve dans un écosystème qui nous forge à devenir telle ou telle personne. L'Afrique, c'est un écosystème
qui nous forge à devenir ce qu'on est. Oui. Et l'Occident, c'est un écosystème qui nous forge à devenir ce qu'on est. Donc, pour moi, le problème, c'est l'écosystème. Il y a des personnes excellentes en Afrique. Toujours. Excellentes, mais qui se retrouvent dans un mauvais écosystème. Il y a des personnes médiocres en Occident, mais qui font des choses plus grandes que des personnes excellentes en Afrique. D'accord, mais est-ce que c'est pour dire que le continent africain n'est pas une telle opportunité? Non. Non, c'est pas pour dire ça. Okay. Si c'était le cas, c'est que je ne penserais pas investir en Afrique. Oui. Mais c'est une telle opportunité. Mais par contre, selon moi, il y a beaucoup d'éléments en fait. Il y a un contexte qui n'est pas le contexte européen ou bien le contexte occidental dans lequel on est. Le contexte est différent. Oui. Et donc, il y a deux possibilités en fait. Parce que l'opportunité, on parle d'entrepreneuriat dans ce cadre. Oui. Il y a deux choses l'une. Soit on décide de saisir ces opportunités-là en suivant l'approche locale, soit on décide d'apporter quelque chose de nouveau, un souffle nouveau. Et pour apporter un souffle nouveau, on ne peut pas le faire si on n'a pas l'accompagnement des autorités et tout ce que ça va, tout ce qui va avec. Donc selon moi, c'est une telle opportunité, mais ces opportunités-là ne sont valables que s'il y a un accompagnement adéquat. Et donc, on a besoin de quitter l'Afrique, on a besoin de sortir du continent africain, aller à l'extérieur pour comprendre ces choses avant de revenir alors. Je pense que si quelqu'un a la possibilité de quitter l'Afrique pour avoir une expérience hors de l'Afrique, qu'il le fasse. Ok. Je pense. Parce qu'en fait, quand un Africain, peu importe le pays, est en Afrique, il regarde la France. Dans sa tête, le mindset a déjà été bien travaillé à un niveau. Il se dit quand il arrive, il n'a pas deux options. Il va réussir. Est-ce que l'Africain qui est en Afrique, s'il a cette même énergie-là et se dit je suis chez moi, je n'ai pas besoin de partir d'abord avant de revenir investir et se donne les moyens, est-ce qu'il ne peut pas le faire? C'est comme je dis. Oui. Il peut le faire, mais le problème, c'est que l'écosystème. Une personne qui a la même énergie, moi je préfère prendre la même personne avec la même énergie. Okay. Parce que si on prend deux personnes différentes, avec des énergies différentes, dans deux contextes différents, on ne peut pas comparer. Comparons ce qui est comparable. D'accord. Prenons une même personne qui a de l'énergie, qui est intelligente dans le contexte africain. Et cette même personne avec la même énergie et la même compétence, la même volonté dans un contexte occidental. C'est mon cas. J'ai eu la même énergie, la même détermination, le même désir d'entreprendre en Afrique et le même désir d'entreprendre en Occident. Mais c'est en Occident que j'ai pu. Que tu as pu avoir des résultats que j'ai fait. Donc, je ne dis pas que c'est impossible de pouvoir le faire en Afrique. En Afrique, oui. Mais c'est compliqué. L'écosystème est compliqué en fait. L'écosystème, c'est compliqué. On va le faire. C'est possible, c'est faisable. Mais ça sera plus compliqué parce que l'écosystème, selon moi, je précise encore, c'est mon avis, ne sied pas en fait pour pouvoir atteindre certains niveaux, atteindre certains paliers d'excellence. L'écosystème ne sied pas pour pouvoir le faire, selon moi en fait. Ok. Et pour toi, quand on arrive en Occident, on dit souvent qu'il faut fuir ses frères, il faut fuir sa communauté pour pouvoir avancer. Tu es d'accord avec ça ou pas? Je nuance toujours mon propos. Pour moi, c'est un peu une question de fuir. De fuir ou pas fuir, oui. Pour moi, c'est une question de mindset. Est-ce que, en fait, pour moi, il faut s'entourer des personnes qui ont le même mindset que soi. Si je veux faire la fête, si je suis un fêtard, il faut que je m'entoure des fêtards parce qu'ils ont le même mindset que moi. Si je suis un fêtard et que je m'entoure des entrepreneurs, ils seront ennuyeux à mon égard. Donc pour moi, ce n'est pas question de sa communauté ou pas. C'est question de s'entourer des personnes qui ont le même système de pensée, qui ont la même vision, qui vont dans le même sens. Tu peux avoir des gens autour de toi qui ont la même vision que toi, qui ont le même système de pensée que toi. Alors il faut s'entourer de ces personnes. Mais si les personnes autour de toi n'ont pas le même système de pensée, vous pouvez rester des amis, mais ne pas forcément être très proches. Et après, à ce niveau-là, personnellement, dans mon entourage, je fais une différence. Entre quoi et quoi? Entre ceux qui sont dans mon entourage, avec qui je compte faire du business. Alors, lorsque je suis avec eux, je fais du business. Je sais que cette catégorie de personnes, cette catégorie d'amis, cette catégorie d'entourage, c'est business. Quand on se voit, on parle business.
Telle autre catégorie, Voilà, c'est bien. la fête. Bon, après, je ne consomme pas l'alcool. Pas grave, ouais. Ouais. Mais si je sais que c'est la fête, Ouais. quand je suis stressé, je sais que bon, là, Ouais. on peut faire la fête ensemble. Je fais la fête. Quand je suis avec eux, je sais que c'est la fête. C'est la fête. C'est Donc, pour moi, c'est qu'il faut juste catégoriser, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Ce n'est pas question de dire qu'il faut fuir sa communauté ou pas. C'est question de savoir qu'est-ce qu'on veut, de savoir ceux qui peuvent nous accompagner dans tel ou tel élément en fonction de ce qu'on veut. Bon, l'équipe, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous êtes bien régalés. En tout cas, vous pouvez tout nous dire dans les commentaires. Ceci dit, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 16h pour la deuxième partie. Sur ce, merci pour votre soutien. Portez-vous bien. C'était Aston de Ben 99. À bientôt.